Oui, bonjour, je m'appelle Laurent Bruck, je suis attaché au département de l'urbanisme de la ville de Liège, dans lequel depuis quelques années, je farfouille au sein des documents d'archives. Et parmi nos archives, il y a des plans, mais il y a également de très très belles photos de la ville, qui, pour les photos les plus anciennes, ont été commandées à l'époque par les services techniques pour illustrer des dossiers et des projets d'aménagement en cours. Et donc, à partir des années 50, des campagnes de photographie ont été commandées à des photographes extérieurs. Et donc, ça nous donne une collection, j'allais dire une masse, parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de photos extrêmement belles et intéressantes, montrant différents quartiers de la ville amenés à être transformés au cours de ces années. Et ce qui est extrêmement aussi intéressant, c'est qu'à côté de photos entre guillemets classiques, que l'on connaît peut-être plus du centre-ville, comme des photos de la place Saint-Lambert ou des rues commerçantes, on a comme cela également des photos qui ont été prises dans d'autres quartiers qui étaient par ailleurs moins photographiés. Donc ça permet d'avoir une sorte de panorama de ce à quoi pouvait ressembler le paysage urbain au milieu du XXe siècle. Et puis alors on peut suivre aussi son évolution à partir des années 50. Il a fallu faire des choix et ça faisait vraiment très longtemps que j'avais cette fascination pour les photos des années 50 parce que c'est un monde de basculement et donc voilà, il y a une forme de proximité mais aussi déjà d'éloignement et donc il y a un caractère un peu aussi irréel parfois dans ces photos. Et puis alors comme ce sont des photos qui ont été prises par des photographes professionnels, elles ont aussi un aspect parfois artistique et technique qui les rendent très belles. Mais quand j'ai commencé à mettre de côté des photos des années 50, à les sélectionner, je ne savais pas encore que le projet aboutirait à une publication. Parce que voilà, certains des travaux aboutissent à des expositions. Il y avait aussi comme débouché possible un travail sur le plan d'un site internet. Mais il y avait quand même aussi cette idée que ça pourrait déboucher sur une publication. L'idée étant de partager en fait ces remarquables clichés avec les Liégeois ou les visiteurs de Liège intéressés. Et donc finalement, après avoir fait tout le travail de sélection, d'avoir préparé des textes d'explication des photos et un texte d'introduction positionnant le contexte urbanistique de la ville pendant cette période, j'ai interrogé les éditions de la province de Liège qui se sont montrées tout de suite enchantées, je vais dire, par le projet. Et c'est comme ça alors que la publication s'est concrétisée. Donc il y a évidemment sur le plan urbanistique quand même les conséquences de la guerre qui a été un choc à plusieurs niveaux et qui a aussi été un choc sur le plan du bâti liégeois. Et ce qui a été le plus dommageable à Liège ont été les campagnes de bombardement par les bombes volantes à la fin de la guerre. Il y a eu aussi quelques sites détruits par les bombardements aériens, donc de bombes lâchées d'avions. Et il y a eu aussi, là, dès le début de la guerre, la destruction des ponts. Donc on a un paysage avec des infrastructures qui ont été endommagées et aussi beaucoup de logements qui ont été plus ou moins touchés. Donc je n'ai plus le chiffre précis en tête, ça figure ici dans l'ouvrage, mais il y a eu quand même des milliers, voire des dizaines de milliers de logements plus ou moins endommagés, dont plusieurs milliers complètement détruits. Donc le défi, ça va être de reconstruire et de reconstruire des logements pour pallier à une forme de pénurie du logement qui existait déjà avant la guerre, mais qui évidemment a été accentuée par la guerre, puisque à côté des destructions, on a aussi arrêté pendant 5 ans de construire des nouveaux logements, donc vraiment le déficit est criant. Et donc c'est aussi une période au cours de laquelle la ville de Liège constate une baisse de son nombre d'habitants,
Donc le processus était déjà constaté avant la guerre, mais il a évidemment aussi été accentué par le conflit, avec beaucoup de Liégeois qui sont partis se réfugier auprès d'amis ou dans d'autres familles en dehors de la ville. Et donc vraiment la volonté du côté des responsables de la ville après-guerre est de contribuer à reconstruire ces logements détruits. Ça s'inscrit dans des programmes politiques qui sont définis au niveau national, puisqu'il y a évidemment la mise en place notamment de la fameuse politique d'indemnité des dommages de guerre. Donc tous les sinistrés vont avoir droit à des montants financiers en compensation des destructions qu'ils vont pouvoir, pour certains, utiliser dans la reconstruction sur place des bâtiments détruits. À Liège, on n'est pas dans le cas d'autres villes européennes dont l'entièreté du centre-ville ou des quartiers entiers ont été détruits. Il y a eu beaucoup de destructions à Liège, mais elles sont vraiment éparpillées sur tout le territoire communal et même de l'agglomération. Donc on a ponctuellement des sites où il y a 4-5 maisons complètement détruites, mais ça se répartit un peu partout sur le territoire communal. Donc à Liège, il n'y a pas eu même la nécessité d'établir un plan global de reconstruction de l'ensemble de la ville, comme on l'aurait vu à Rotterdam ou au Havre, qui étaient des villes complètement détruites. Mais néanmoins, plus ponctuellement à l'échelle des quartiers, les destructions ont été l'occasion de se questionner sur la manière de, parfois, adapter certains espaces. Et donc, à partir des années 40, enfin à partir de la fin des années 40, s'inscrivant dans des réglementations nationales, la ville de Liège va adopter toute une série de plans d'aménagement qu'on appelait à l'époque les plans particuliers d'aménagement, qui visent à définir comment restructurer un îlot, un morceau d'îlot, ou parfois des ensembles d'îlots à à l'échelle d'un quartier un peu plus étendu. Et c'est comme ça que ça va permettre, entre guillemets, de profiter des destructions pour plus ponctuellement donc adapter des rues. On a l'exemple de la rue de la Cité où l'îlot le long aussi de la rue Pied du Pont des Arches avait été en partie détruit par l'explosion d'une bombe. Et donc là, l'îlot n'a pas été reconstruit tel quel, donc les propriétaires n'ont pas pu reconstruire sur l'emplacement des bâtiments démolis. Il y a eu un plan qui a visé l'élargissement de la rue de la Cité. Donc là, dans ce cas-là, la ville a exproprié les biens nécessaires à cet élargissement. Et donc après l'élargissement de la voirie, alors une partie des terrains ont été revendus. Enfin là, en l'occurrence, ça s'est fait beaucoup plus tard, mais donc les propriétaires alors peuvent reconstruire, mais par exemple en retrait de ce qui était l'alignement d'origine. Oui, effectivement, c'était vraiment une des grandes préoccupations de l'époque de pallier à cette crise du logement, d'autant plus qu'il y avait encore dans beaucoup de quartiers de la ville des espaces où étaient repérés ce qui était à l'époque nommé des taudis. Il y avait d'ailleurs une loi nationale qu'on a surnommée la loi taudis qui visait l'éradication des logements inconfortables, voire insalubres et inacceptables pour loger les habitants. Et donc, il y en avait dans des quartiers anciens d'Outremeuse, voire même dans ce qu'on appelle aujourd'hui le cœur historique. Et donc, des plans d'aménagement ont été adoptés qui, par exemple, sous le couvert de créer une voirie ou un espace de petit parc, justifiaient aussi l'expropriation des taudis pour démolition. Donc c'est comme ça que certains ont effectivement été, enfin que les sites ont été achetés par les pouvoirs publics et entre guillemets assainis par démolition, mais ça veut dire qu'on supprimait des logements et qu'il fallait pouvoir parallèlement offrir des nouveaux logements qualitatifs, modernes, pour les habitants de Liège. Et donc les programmes de construction de logements publics, par exemple ceux de la Maison liégeoise pour la commune de Liège, ont été accélérés aussi dans les années 50. Il y a eu des opérations en Outremeuse, comme le long de la rue Meillan, où on a reconstruit un complexe de plusieurs dizaines de logements. Et puis alors, l'élément phare pour le logement public de cette décennie, c'est le projet de Droix, qui se concrétise aussi sous la volonté forte des acteurs locaux au niveau de la politique de la ville, mais dans un cadre aussi soutenu au niveau national.
Et là, donc, on visait à construire d'un coup plusieurs centaines, même plus d'un millier de logements publics pour pouvoir, dans un cadre en plus vraiment qualitatif, accueillir les habitants. Oui, donc je finis aussi par rapport au logement. Donc là, je parlais du logement public, mais c'est vrai qu'aussi les pouvoirs publics vont encourager les opérations pour construire des logements d'initiative privée dans le centre-ville. Et c'est à partir des années 50 que le nombre de projets de construction d'immeubles à appartements le long des grands axes, le long des quais, va s'accélérer. Donc ça participe aussi à cette volonté de densifier le territoire en termes de logement pour héberger une population aussi de classe, on va dire, plus moyenne, dans ce qui était vu comme les nouvelles normes de confort, donc de l'habitat d'appartements de plein pied. Donc ça, c'est pour ce qui relève du logement. Alors, un autre axe extrêmement important des préoccupations d'aménagement des années 50, c'est la mobilité et les débuts de l'adaptation de la ville à une mobilité voiture vue sous l'angle de flux de plus en plus important. Et donc, il y a le constat qui est effectué que certaines des grandes chaussées qui traversent le cœur de l'agglomération ne sont pas d'un gabarit permettant de faire passer ces flux de manière facile. Et donc, une partie des plans d'aménagement vont viser à supprimer des goulots d'étranglement, je vais le répéter. Donc une partie de ces opérations, de ces plans vont viser à supprimer des goulots d'étranglement. Par exemple, sur un segment de la rue Sainte-Marguerite ou la rue de la Cité, ou alors même les ponts. Donc on va reconstruire tous les ponts, mais en élargissant leur tablier pour pouvoir accueillir un plus grand nombre de bandes de circulation. Et ça va permettre de fluidifier la traversée des flux de voitures dans le centre-ville. Alors, l'époque imagine que la voiture individuelle sera vraiment le mode de transport du futur et que progressivement tous les ménages vont avoir accès à cette voiture individuelle. Donc l'attention va s'accorder assez peu aux autres modes de transport en commun. C'est l'époque où on va d'ailleurs démanteler le réseau de tram à l'échelle de l'agglomération, et ce qu'il va subsister de la desserte en transport en commun se fera alors aussi par des véhicules à moteur alimentés par de l'essence, donc les bus. Disons que le gros projet emblématique en matière de transport en commun pour la période, ça va être la reconstruction de la gare des Guillemins. L'ancienne gare est vue, quand on lit les textes de l'époque, comme une vieillerie plus du tout fonctionnelle, et donc l'idée est vraiment d'offrir à la ville de Liège un équipement moderne adapté aux besoins de l'époque. Et c'est comme ça que l'ancienne gare des Guillemins, qui avait été construite au XIXe siècle, va être remplacée par la nouvelle gare inaugurée à la fin des années 50, dotée d'équipements modernes aussi au niveau du réseau des voies, complétée par aussi un bâtiment pour les PTT. Donc là, on a déjà parlé du transport et du logement. Et donc, en lien avec ces réflexions, les responsables de l'époque vont réfléchir à doter la ville de Liège d'équipements qui vont pouvoir asseoir son statut de métropole européenne et aussi à pouvoir accueillir des nouvelles activités économiques sur son territoire. Et donc, je parlais de la gare des Guillemins qui s'inscrit dans cette volonté déjà d'un équipement de rayonnement plus métropolitain. Il y aura alors sur l'autre rive de la Meuse la construction du Palais des Congrès, qui est vraiment aussi vu comme un équipement absolument important, voire nécessaire pour positionner Liège dans ce concert des villes qui comptent en Europe. Alors au niveau des activités économiques, on a à la fois l'aménagement de nouveaux espaces portuaires, par exemple au niveau de l'île Mont-Saint, dont les premiers projets avaient été initiés avant la guerre, mais qui réellement vont se finaliser après la guerre. Et donc c'est dans les années 50 qu'on voit aussi une prise en occupation des espaces de l'île Mont-Saint, ce qui permet en fait de aussi libérer les anciens sites portuaires qui étaient au cœur de la ville,
qui n'était plus en adéquation avec les besoins du transport en bateau des années 50, où on assiste à une augmentation du tonnage des péniches, par exemple. Et puis, on a aussi alors les débuts de l'aménagement de la zone de Droix, où on va relocaliser des équipements liés à la ville, comme le marché couvert et les abattoirs, même si les abattoirs n'y seront relocalisés que plus tard, donc le projet est déjà débattu au cours des années 50, et ça va aussi générer le développement d'un pôle d'activité économique en aval du centre-ville, et qui se poursuivra d'ailleurs par la suite, et aussi avec l'aménagement d'un port pétrolier sur le territoire de Wandre. Alors, à côté de ces grands équipements qui visent à soutenir le développement économique à l'échelle de la ville, même de l'agglomération, il y a aussi la création d'équipements plutôt répondant aux besoins de la population locale de la commune de Liège en tant que telle, comme la construction d'écoles. On voit encore des programmes importants de construction de bâtiments scolaires à différents niveaux, d'autant plus qu'après-guerre, il y a eu le baby-boom, et donc il faut pouvoir accueillir toute cette nouvelle cohorte de jeunes étudiants. Donc on va ajouter des classes au niveau des écoles primaires. Dans le livre, on voit un très bel exemple, par exemple sur le site de l'école du Parc Astrid, où on va aussi construire des écoles supérieures et secondaires. On a l'exemple de l'école Asinel, que tous les Liégeois connaissent, puisqu'elle se trouve vraiment en plein centre-ville sur le pont d'Avroy, donc qui est un bâtiment qui est construit entre la fin des années 50 et le début des années 60. Et puis, toujours pour répondre à ces besoins de la population, il y a alors la poursuite de campagnes d'aménagement d'espaces verts à plus petite échelle dans les quartiers, parfois en lien avec des projets de logement public justement. Et donc il y a le parc de Droix évidemment, mais il y a aussi des aménagements du côté du boulevard Sainte-Beuve en lien avec d'autres projets de logement public, ou dans des quartiers préexistants. On peut penser au parc Commère qui, aussi au cœur du quartier du Laveu, est un nouvel espace vert au bénéfice de la population. Oui, alors c'est vrai qu'au cours des années 50, on voit la ville se transformer. Et donc une partie des transformations se font par la reconstruction de sites qui avaient été détruits pendant la guerre, mais il y a aussi des opérations de remplacement suite à la démolition de bâtiments plus anciens. Alors il y a quand même aussi un questionnement qui se pose par rapport à la préservation de certains bâtiments à grande valeur patrimoniale et historique. On a des sites qui avaient été touchés par les destructions de la guerre, comme au niveau du Val-Benoît ou au niveau de l'ancien couvent des Frères Mineurs, ce qui est maintenant le musée de la vie wallonne. Donc là, à l'époque, le musée, l'ancien couvent appartenait à un privé. Donc la ville de Liège a aussi adopté un plan d'aménagement qui lui a permis d'acquérir à partir des années 50. Et c'est comme ça que par la suite, le musée de la vie wallonne a pu s'installer dans ce complexe rénové à l'identique. Donc quand on parle de la maison Chamard, qui est une des composantes du site, les façades ont été en partie reconstruites parce qu'elles avaient été fortement touchées et ébranlées par les explosions de la guerre. Donc voilà, la vision patrimoniale, c'est de sauver, de conserver comme ça des pièces importantes du patrimoine. Et alors on peut aussi pointer l'exemple emblématique de la place du marché. Les façades de la place du marché avaient été classées en 1942, je crois, au début de la guerre. Ce qui fait qu'après la guerre, alors que la moitié de la place avait été détruite par l'explosion d'une bombe, les propriétaires n'ont pas été libres de reconstruire dans des formes architecturales qui n'auraient pas été en adéquation avec l'héritage patrimonial de cet espace. Et donc là, il y a eu une imposition propriétaire vraiment de reconstruire les façades à l'identique de leur état d'avant-guerre. Et donc ça donne une situation qui peut sembler un petit peu paradoxale dans la mesure où les bâtiments reconstruits sur la place du marché ont été faits sur base de structures en béton armé, adaptées vraiment aux techniques qui étaient à disposition dans les années 50. Donc on a des niveaux en béton, avec parfois d'ailleurs un remembrement parcellaire, donc on a regroupé plusieurs anciennes maisons, mais derrière des façades qui ont été reconstruites dans leur état ancien.
Mais la reconstruction n'a jamais été totalement terminée. Parce que comme les indemnités financières des dommages étaient limitées, on a autorisé les propriétaires à reconstruire d'abord certains étages, l'idée étant qu'ils puissent reconstruire les étages supérieurs par la suite. Donc la reconstruction s'est faite petit à petit, mais dans certains cas, elle n'a jamais été terminée. Donc quand on observe aujourd'hui la place du marché, on voit des façades qui ont été reconstruites jusqu'au niveau du toit en pente, et puis d'autres bâtiments où on a reconstruit seulement le rez-de-chaussée ou le rez-de-chaussée et 1 ou 2 étages. Alors, je dirais peut-être, moi, le mot qui me vient le plus à l'esprit quand je fais un peu le bilan de ce travail, c'est une forme de fascination. Et je dirais aussi le mot fascinant, parce que, voilà, on découvre une ville qui nous est à la fois familière, parce qu'il y a quand même beaucoup de lieux qu'on connaît, mais on les voit sous un angle ou un aspect qui n'existe plus. Donc il y a cette proximité et cette distance, et donc ça rend la perception assez surprenante. Alors je pense que selon le lecteur, selon aussi son âge, le fait qu'il ait habité Liège ou pas, on peut avoir une perception différente du livre. J'ai eu beaucoup de retours de personnes pour lesquelles ce sont des souvenirs de jeunesse, et donc là je vois qu'ils m'en parlent avec beaucoup d'émotion, disant que pour eux ça leur permet de redécouvrir des espaces qui n'existe plus aujourd'hui, parce qu'évidemment dans certains cas le lieu a pu évoluer, et ça leur permet aussi de se remémorer des souvenirs familiaux. Donc ça c'est assez, aussi pour moi surprenant. Donc moi évidemment j'ai un regard plus jeune, en plus je ne suis pas originaire de Liège et d'urbaniste, donc j'ai peut-être un regard un peu plus technique aussi sur la manière dont le paysage urbain est représenté sur ces photos. Et ce qui est quand même très frappant, c'est de voir que Liège est une ville de projet. Et là, d'une certaine manière, il y a une continuité avec le 19e siècle. Au début du 19e siècle, Liège était encore une ville de configuration médiévale, et puis elle a connu un essor économique et démographique, et à partir du milieu du 19e siècle, elle s'est lancée dans des politiques d'aménagement de son territoire pour soutenir ces développements et répondre à des évolutions comme l'assainissement des bras d'eau, etc. Et donc d'une certaine manière, ce qu'on voit au niveau des années 50, c'est un peu la poursuite de cette volonté d'adapter la ville à des besoins nouveaux pour qu'elle reste à sa place dans le concert des villes d'une certaine importance. Alors ce qui est quand même impressionnant, c'est de voir la diversité justement des projets d'aménagement, leur multiplicité et répartition sur tout le territoire de la ville. Et donc, clairement, quand on regarde les photos, on perçoit aussi très bien à quel point les années 50 correspondent à une période charnière. C'est quand même le basculement d'un monde. Entre les décennies du XXe siècle, où on avait encore finalement poursuivi des pratiques du XIXe siècle en ajoutant des nouveaux quartiers à côté des quartiers existants, mais sans restructurer le centre-ville. Il y avait eu de très belles opérations comme l'exposition de 1905 ou l'exposition des années 30, mais on ajoutait toujours des nouveaux quartiers à la ville existante. Ici, avec les années 50, on voit que la réflexion va aussi s'orienter vers un remaniement des quartiers existants, un remaniement du centre-ville pour l'adapter à la modernité. On perçoit bien aussi qu'il y a là-dedans un contexte international, donc il y a une fascination pour des images comme celles des grandes villes américaines, il y a un courant de pensée en matière urbanistique qui se répand dans le monde entier et qui va s'appliquer à Liège. Quand on voit le modèle de Droix dont nous parlions tout à l'heure, il s'inspire clairement de conceptions d'urbanistes comme Le Corbusier. Et donc, on voit l'initiation de projets comme le changement de gabarit de la construction le long des quais, des premiers aménagements de voirie, mais qui restent encore à des échelles, on va dire, limitées dans les années 50, mais qui effectivement annoncent des processus qui vont se poursuivre par la suite au cours des années 60 et 70, avec une cadence et une échelle beaucoup plus importante encore qu'au cours des années 50. Et donc, le fait d'analyser les photos de cette période,
je pense que pour tous les Liégeois, ou vraiment toutes les personnes qui se promènent à Liège aujourd'hui, c'est aussi une clé pour comprendre la ville dans laquelle nous vivons ou nous nous promenons aujourd'hui. C'est vrai que parfois on est un petit peu interpellé par certains éléments qu'on voit à Liège, comme des ruptures d'échelle entre les bâtiments modernes plus récents et les bâtiments plus anciens. Mais voilà, il faut comprendre que ça s'inscrit dans ce qui était une vision de l'époque des Trente Glorieuses, où la volonté était de moderniser la ville, de soutenir son développement, un développement économique, on l'a dit, un développement résidentiel également. Il fallait pouvoir offrir plus de logements. Et donc c'est aussi en observant ces photos qu'on comprend la réalité de la ville aujourd'hui.